Un grand merci Malène pour cette communication très intéressante sur Sabartès. C'était vraiment important pour nous de pouvoir revenir sur cette figure de Jaume Sabartès qui est clé pour la compréhension de la Genèse et des débuts de la période bleue. Donc le programme, pour tenir le programme, nous allons être contraints d'enchaîner et de passer la pause. Donc nous allons continuer tout de suite en poursuivant cette question de la diffusion des périodes bleues et roses à travers la figure des collectionneurs, avec deux collectionneurs américains qui ont joué un rôle essentiel. Et le premier, Chester Dale, dont va nous parler Kimberly Jones. Kimberly Jones est conservateur à la National Gallery de Washington depuis 1995. Elle a été commissaire de plusieurs expositions à la National Gallery de Washington, notamment consacrées à Degas, Vuillard, et également d'une exposition intitulée « De l'impressionnisme au modernisme », la collection Chester Dale. Donc je vais l'inviter à nous rejoindre pour nous parler de cette figure de collectionneur qui est aujourd'hui encore largement méconnue. Je voudrais commencer tout d'abord par remercier les commissaires de l'exposition pour l'invitation pour parler aujourd'hui et aussi à Scarlett et Colline pour arranger des choses. Le français n'est pas ma langue natale, donc je vous prie votre compréhension pour les défauts dans la communication qui suit. Alors aujourd'hui, je parle de Chester Dale, qui compte parmi les collectionneurs d'art moderne les plus importants en Amérique au cours de la première moitié du XXe siècle, bien qu'il reste largement méconnu aujourd'hui. Alors, un banquier d'investissement qui a fait sa fortune à Wall Street, Dale a mis à profit ses compétences considérables en matière de jus financiers pour le marché d'art. À sa mort en 1962, le grand partie de la collection a été donné à la National Gallery d'Art de Washington, où elle deviendrait la base de la collection d'art moderne du musée. Mais son mandat personnel, selon lequel les peintures ne pourraient jamais être prêtées, avait pour effet malheureux de limiter la visibilité et de dévaloriser par conséquent son propre rôle de collectionneur. Et c'est nulle part bien évident que dans la collection des œuvres de Picasso. Pour Dale, sa carrière comme collectionneur a commencé en 1918. Il a commencé avec les œuvres des arts américains et plus en plus les petites choses françaises, les choses assez mineures, commençant en 1920. Ce n'était qu'en 1925 qu'il avait fait sa première grande acquisition moderne, qu'on a acheté l'œuvre magistrale Le Chapeau de plume d'Henri Matisse, qu'il a acheté en 1925. Donc, cette acquisition a présenté une nouvelle étape sur la carrière de Chester Dale. Il commençait à acheter des choses modernes par les artistes assez importants. Mais c'est intéressant, il faut attendre 2 ans avant qu'il a fait ses premières acquisitions des œuvres de Picasso. Et ces premières acquisitions sont des choses très mineures. Les 2 estampes, les œuvres en papier, ces 2 estampes ici, l'œuvre selon les papiers de Chester Dale intitulée « La toilette de la mer », qui est certainement l'estampe toilette, femme à la toilette, et l'abreuvoir. Ils achetaient ces 2 estampes de la galerie Way à New York, la même journée, 14 juillet 1927, pour $50 américains. Donc, ce n'est pas de grand risque. C'est quelque chose, un achat assez mineur qui ne coûtait pas beaucoup d'argent. Il faut attendre la prochaine année pour l'acquisition de sa première peinture. Il a acheté La Mer. Alors, c'est une peinture, peut-être vous reconnaissez, c'est dans l'exposition actuelle. Il y a une raison pour ça. Il a acheté cette peinture de la galerie Wildenstein à New York pour $7,000 en 1927. L'année prochaine, ça continue le rouleau des acquisitions. Il a acheté sa première chose de période rose, le Bateleur à la nature morte, qu'il a acheté en mai 1928, et un dessin, malheureusement inconnu, non localisé maintenant, qu'il a acheté l'année prochaine. Alors ça peut commencer à penser que Dale a trouvé les moyens, la route chez Picasso. Mais il faut faire attention, parmi ces 5 œuvres,
il n'a gardé qu'une seule. Il a gardé, c'est là, le battleur. C'est la seule chose entre ces 5 qui restait dans la collection Chesterdale. Les autres 4, il a fait vendu discrètement, anonymement. Donc, surtout la mère qui a acheté pour le St. Louis Art Museum. En effet, il y a une lettre dans les archives qui dit entre Valentine Dudouzain, le marchand, qui a fait la vente, il a dit « Chesterdale ne voudrait pas que son nom soit attaché à ce vente, parce qu'il voudrait cacher le fait qu'il a fait les petites faux pas au début de sa carrière comme collectionneur. Il a vendu pas mal de choses pendant sa carrière. Selon les papiers de Dale, il a acheté environ 800 œuvres pendant sa carrière, beaucoup d'œuvres sur papier, mais à la fin, la plupart sont dispersées, vendues, soit aux enchères. Il a 2 ventes en 1946 et 1948, mais encore, les ventes anonymes, les choses. Et il a gardé les meilleures choses pour lui, pour protéger la réputation comme collectionneur. Alors, c'était en 1930 que la vraie carrière de collectionneur important pour Dale commence. Cette année, il a fait un changement de stratégie. Maintenant, il n'achète que les grandes choses, les œuvres importantes par les artistes importants. Donc, c'est vraiment l'idée de créer pas seulement une collection qu'il a fait vraiment de convenance, les choses qu'il peut acheter de bon marché, bonne affaire. Maintenant, il voudrait vraiment créer une collection de prestige. Et pour ça, il faut absolument avoir les œuvres de Picasso. Picasso était le nom essentiel. En effet, selon le New York Times, en 1930, Picasso est pour le moment l'idole des collectionneurs d'art moderne. Donc, ça veut dire, si on est sérieux, il faut avoir les œuvres de Picasso. Alors, le moment choisi pour ce changement de stratégie n'était pas coïncidence. En effet, c'est le moment juste après le crash boursier en octobre 1929. Donc, le marché a tombé, beaucoup de gens ont perdu leur fortune. Dale aussi a perdu beaucoup d'argent. Mais à l'inverse de la plupart des contemporains, il a continué d'acheter des choses. Pour Dale, qui est un homme qui a joué le Wall Street, il a joué le marché dans le stock, il a reconnu une opportunité. C'était la possibilité de trouver des choses intéressantes. Donc, c'était vraiment un pari qu'il a fait et évidemment, c'était bien joué. Alors, chaque printemps, il fait un voyage à Paris pour faire des achats. Et selon son ami, le critique d'art Henry McBride, il écrivait que Dale a dépensé entre 300 000 et 500 000 dollars pour les œuvres d'art pendant sa visite à Paris pendant le printemps 1930. Et ça, c'est beaucoup d'argent à ce moment-là. Dale, parce que tout le monde connaissait que Dale achète, parce que tout le monde arrêtait, mais Dale continue. Il était poursuivi constamment par les marchands d'art. On cherchait partout. Et en fait, il offre des avantages il était plus ravi d'exploiter. Quand il souhaitait, par exemple, visiter la collection privée du marchand Paul Rosenberg, qui est réputé d'avoir des œuvres très importantes de Braque et Picasso, par exemple, il se vit attribuer entrée immédiate. Pour les Chesterdale, toutes les portes étaient ouvertes, observait McBride. C'est normal aussi parce que Dale était un des clients les plus importants de Paul Rosenberg avant et après le crash. En effet, pour donner un bon exemple de ça, entre le 15 mai et le 5 juin 1930 seulement, Dale a acheté à Rosenberg 9 tableaux. Et ça veut dire pendant 3 semaines. Il avait acheté 2 toiles de Georges Braque, un de Fernand Léger, un de Berthe Morisot et, plus important encore, 5 de Picasso. Il a acheté La nature morte. C'est seulement un des 2 exemplaires d'art cubiste dans la collection Chesterdale. C'était aussi 2 grands chefs-d'œuvre de période bleue et rose. La tragédie, qu'il a acheté le 15 mai. La même journée, il achète Les 2 jeunes, ces jolies toiles de la période rose.
et est retourné il y a 3 semaines après pour acheter une tête classique et Madame Picasso. Donc ça vous donne un peu l'idée du goût dans la collection d'elle. Parmi les 12 toiles que Dale a achetées, 7 entre eux datent des années 1901 et 1906. Donc c'est vraiment la période bleue et rose qui s'intéresse le plus, même s'il a acheté des choses qui datent de périodes après. Alors, le critique Murdoch Pemberton a plus tard raconté une de ses visites chez Rosenberg. Dale a jeté un coup d'œil autour de lui. Il était en pleine forme. Certaines qu'il aimait, d'autres pas. Dale n'utilise pas de longues phrases obtuses et dénuées de sens, comme c'est le coutume chez la plupart des gens qui s'intéressaient à l'art. Dale connaissait ses réactions. Il a demandé des prix. Il s'est gratté la tête un moment, puis dit « Je vais prendre ça, et ça, et ça. Coûte 75 000 $, comme vous ou moi achetez des cravates. » Cette anecdote de Pemberton révèle plusieurs choses à propos de Dale à ce moment. Sa nouvelle confiance comme collectionneur, sa volonté de dépenser des sommes importantes pour acheter les œuvres d'art, mais aussi que son désir de se voir sa propre perspicacité vantée par la presse. Pour Dale, l'autopromotion allait de pair avec les œuvres d'art qu'il avait obtenues. Aucune acquisition n'illustre mieux ce point que la famille des Saltimbanque. Le grand chef-d'œuvre de la jeunesse de Picasso, une des plus grandes toiles qu'il a fait, on a dit c'est 2 mètres par 2 mètres et demi à peu près, donc c'est une œuvre très très importante, une œuvre magistrale, absolument centrale, qui manque dans l'exposition actuellement, malheureusement. Alors, Dale a acheté cette peinture en 1931. Il a raconté l'histoire de son acquisition dans ses mémoires inédites. Le tableau, qui avait été enfermé dans une banque suisse en garantie, avait été porté à son attention par le marchand Valentine Duduzing. Duduzing cherchait désespérément à acquérir le tableau, qu'il avait présenté à Dale comme l'un des plus grands tableaux du XXe siècle jamais peints. Mais il lui manquait les moyens, parce que, comme je dis, c'est après le crash. Au lieu de cela, il a exhorté à Dale d'acheter en se basant uniquement sur une photo noir et blanc et sa description enthousiaste. Lorsque Duduzing a annoncé le prix prévu, Dale s'est moqué. « Oh non, c'est trop d'argent ce jour-ci. » Après quelques allers-retours, Dale prit sa décision. « Je vais vous dire ce que je vais faire. Vous câblez et vous enchérissez X $ pour le tableau. » Malgré l'alarme de Duduzing au prix bas proposé, Dale resta ferme et déclara en outre qu'il s'agissait d'une offre en espèces et qu'elle n'était valable que pendant 24 heures. Dale était confiant de son offre. En tant que banquier, il savait très bien que la banque voudrait vendre le tableau et liquider le prêt le plus rapidement que possible. Il savait également que cette stratégie particulière, offre de l'argent pour une durée limitée, fonctionnerait parce qu'il a fait la même chose l'année précédente quand il a acheté le vieux musicien de Manet pour une fraction du prix demandé. Et c'est très intéressant. Je ne sais pas si Dale a vraiment pensé de ça, mais évidemment, le sujet et l'échelle des 2 peintures sont très semblables. Et ça, c'est une étude pour notre journée, pas pour aujourd'hui. Mais ce sont de 2 grandes chefs-d'œuvre dans la collection Chester Dale. Donc, le pari extraordinaire de Dale a marché et il a acheté le Saltimbanque pour la somme incroyable de 20 000 $. Ça veut dire à peu près un peu moins de 300 000 $ américains d'aujourd'hui. Ça, c'est une très bonne affaire. Alors, mais ça continue. Le prix avait été fixé et accepté. Mais selon Dale, un groupe de marchands, ignorant que Dale avait acheté le tableau lorsqu'ils essayaient encore de négocier le prix eux-mêmes, avait essayé de tenter de casser l'affaire. Grâce à un conseil mis parmi les douanes, Dale a réussi de contrecarrer leurs plans infâmes. Il est impossible de savoir à quel point ce compte est vrai. Dale avait surtout
il était profondément méfiant contre les marchands d'art, il était très soupçonné, et de plus, il adorait présenter lui-même comme le outsider perspicace qui a déjoué les experts. Donc ça, c'est une de ses histoires préférées, I got the better of them. Il aimait ça. Et plus intéressant, c'est dans ses mémoires, il écrit plusieurs pages sur l'histoire de l'acquisition de cette peinture, et racontant toutes les histoires, toutes les tournantes. Mais la seule chose qu'il disait lui-même à propos de la peinture elle-même, c'est que c'était un tableau magnifique. C'est tout. C'est clair que pour lui, pour Dale, le vrai bonheur avait été l'acquisition plutôt l'œuvre elle-même. Alors, il y a une bonne raison pour ça. Parce qu'en effet, le vrai main directrice de la collection, le vrai pouvoir derrière la trône, n'était que Chester Dale, même si c'est son nom porté par les œuvres dans sa collection, mais c'était sa femme Maud. Maud Murray avait suivi une formation d'artiste à Art Students League à New York. Après son mariage à un collègue Frederick Thompson en 1898 et la naissance de leur fils, elle se rendit à Paris pour poursuivre ses études auprès de Théophile Steinlen en 1910. Et c'est pendant ce séjour où elle a appris de parler français et elle a développé le goût pour l'art français moderne qu'elle encourageait plus tard dans son deuxième mari, Chester, qu'elle épousait en 1911. Réfléchie, raffinée et cultivée, Maud était le parfait contre-propos du comportement fort, impétueux et parfois profane de son mari. Chester a reconnu sa contribution en déclarant qu'elle avait la connaissance, j'avais la capacité d'accueillir. Le résultat a été un partenaire gagnant. La main de Maud se ressent plus clairement dans l'accent mis sur l'œuvre figurative. Il n'y a rien d'œuvre, des objets abstracts, sauf les deux peintures cubistes dans la collection d'elle. C'est vraiment de la tradition figurative, mais aussi dans l'importance des arts modernes, des contemporains, qui est vraiment plutôt le goût de Maud que Chester. Mais elle ne se limite pas à la construction de collections. Maud était aussi sa championne le plus fidèle, promouvant la collection et ses artistes préférés par ses publications et les expositions qu'elle organisait. En 1930, elle publiait une monographie dédiée à Picasso, dans laquelle les œuvres de Dale occupaient une place importante. Et on peut voir surtout, comme témoigne, le frontispice, qui a le battleur à la nature morte dans la collection Dale. Et ça, c'est un exemplaire que Maud a rangé, Picasso a signé avec une dédicace pour Chester Dale. Un extrait de ce texte serait publié l'année suivante, comme l'introduction à l'exposition 30 ans de Pablo Picasso qui se tenait aux Galeries Lefebvre de Londres. Contrairement à l'acquisivité de Chester, l'enthousiasme de Maud pour Picasso était sincère. De l'artiste, elle a écrivé « Picasso est la figure de notre vie et de notre art plus complexe aujourd'hui. Il est l'histoire de toute notre époque artistique et non pas d'un groupe en particulier. Son art consiste dans une série de vérifications et de preuves rédigées presque quotidiennement. Une analyse des états particuliers, chacune d'elles contenait toutes les possibilités de généralisation, suffisamment de matière pour que les historiens ultérieurs puissent reconstruire l'ensemble de l'art de notre temps. » Elle continue. « Une grande partie de la peinture fait déjà partie de l'histoire de l'art. De nos jours, en Europe et en Amérique, des artistes peignent les variations de ces années 1930-1904, Steinlen, Lautrec, la période bleue, les saltimbanques, les battleurs de 1905 et les figures d'étoiles de la période rose de 1906 sont peintes et repeintes avec un déguisement plus ou moins fin. L'attraction de Picasso pour Maud n'était pas seulement son talent sans borne, mais sa manière de s'intégrer parfaitement dans l'histoire de l'art, servant comme lien entre le passé et le futur. Dans ses écrits, elle a établi une connexion claire et directe entre Picasso et les artistes plus anciens comme Steinlen, Toulouse-Lautrec, Paul Cézanne, mais aussi les maîtres anciens comme El Greco, donc un sujet que nous avons discuté toute la journée aujourd'hui. Son art
convenait parfaitement à ses propres théories sur le rôle important que la tradition artistique avait joué dans l'art du 19e et du 20e siècle. En février 1931, dans le cadre de son programme d'exposition à l'Ancien Museum of French Art à New York, Maud présente pour la première fois une exposition consacrée à Picasso, son exposition Picasso Braque Léger. Tirée presque exclusivement de la collection Dale, 8 des tableaux de Picasso ont été prêtés par les Dale, le clou était les Saltimbanques, qui vient d'arriver de Paris il y a quelques semaines. Jamais auparavant exposé dans une exposition et non vu publiquement depuis les enchères en 1914, la peinture était faite le couvercle d'Art News. La sensation de l'événement est le grand Picasso, la famille des Saltimbanques, récemment acheté par les Dale, par le bailliste des galeries d'art Valentine, à un prix dit de 50 000. Dale était sans doute ravi par la spéculation autour de la peinture. Il avait le plaisir secret de savoir qu'il avait obtenu le chef-d'œuvre à un prix avantageux, tout en lui permettant de paraître comme un big spender au public. Des décennies plus tard, ces récits ont persisté. En 1955, le magazine Fortune signalait que Dale avait acheté le tableau pour 1 million de francs, bien plus qu'il n'a jamais payé en réalité. Bien que les Dale aient cherché une telle publicité, c'était strictement à leurs conditions. Ils contrôlaient étroitement la présentation de leurs œuvres, certainement les Picasso, prêtant rarement à des expositions non organisées par Maud. L'exemple le plus frappant est celui de 1932, lorsque la galerie Georges Petit organisait la grande exposition d'œuvres de Picasso. Le vernissage était en affaire de glamour et Picasso a même inscrit une dédicace au Dale sur la copie du catalogue, accompagnée d'un dessin pour commémorer l'événement. Vous pouvez voir par là. La participation des Dale à cette exposition n'était pas inattendue, mais la décision de ne prêter qu'un seul tableau, les deux jeunes, était. L'absence de la famille Saltimbanque, le chef-d'œuvre de la jeunesse de Picasso, qui est déjà dans les mains des Dale, et leur acquisition la plus récente, la plus éclatante, a été vivement ressentie. Cette décision est autant plus surprenante parce que Dale était partenaire dans la galerie Georges Petit, aux côtés d'Étienne Bignou et Gaston et Jos Bernheim Jeune, fonction qu'il occupe depuis 1928. Ce rebouffade ne devait cependant être un incident isolé. Les Dale ont refusé de participer aux grandes expositions de Picasso organisées à Wadsworth Atheneum en 1934 et à MoMA en 1939 et en 1957. Et Everett Austin, le directeur du Wadsworth Atheneum, a approché les Dale au sujet de contribuer à son exposition, mais Maud a refusé de prêter les tableaux qu'il voudrait vraiment, les Saltimbanques et le battleur La Nature Morte, offrant le plus modeste une tête classique. Austin a refusé, mettant fin aux négociations. Bien que c'est inconnu à cette époque, l'exposition Georges Petit était la dernière fois qu'une œuvre dans la collection Chester Dale paraît dans une exposition Picasso hors de la National Gallery de Washington. Leur collection demeurait en grande partie cachée du public. Jusqu'en 1933, lorsque Chester a acheté une majestueuse maison privée de 5 étages à 20th East 79th Street. C'est difficile à traduire en français, c'est mieux 20 East 79th Street. Suffisamment grande pour afficher les œuvres les plus importantes, il est devenu une sorte de musée ad hoc. Et on voit dans cette photo-là une partie des étages avec les œuvres de Picasso et de Matisse. Ils sont mis sur les draps en soie bleu clair, c'est très spécifique, les couleurs. Et une autre photo où on voit les Saltimbanques sur l'escalier avec les peintures de Zuluaga et de Demargue. Donc, c'est tout un coin espagnol, si on peut dire. Et
Dale a fait entrer les gens, donc tous les membres peuvent venir. Ce n'est pas exactement comme, par exemple, le Barnes Foundation. Il était absolument ravi d'avoir des conservateurs d'art, les artistes, les célébrités. Marlene Dietrich a visité une fois, donc il avait un livre d'hôtes dans lequel on écrit les mémoires. Donc, il était absolument ravi d'inviter tout le monde pour voir et admirer sa collection chez lui. Mais il cherchait toujours une maison, un domicile permanent pour sa collection. Il a trouvé, il pensait, l'idée. En 1941, il a envoyé une sélection de peintures américaines et françaises du 19e siècle à la National Gallery of Art, nouvellement créée. Le musée est ouvert au public en mars de cette année-là. Toutes ces œuvres sont arrivées en prêt long terme et à la fin de l'année, il a ajouté 25 autres œuvres dans sa collection, dont le vieux musicien de Manet, par exemple, est arrivé dans l'automne de 1941. D'autres empreintes et cadeaux allaient suivre, mais Dale était frustré par les règlements de National Gallery qui excluaient l'exposition d'œuvres d'artistes qui n'étaient pas encore décidées depuis 20 ans. Pour Dale, dont la collection comprenait à ce moment-là 300 œuvres des artistes contemporains, cela posait un grave problème. « Vous ne supposez pas, dit Dale, que je donnerai ma collection de Picasso pour qu'il puisse les enterrer dans le sous-sol jusqu'à 20 ans après la mort de Picasso. » Il avait raison, c'est un bon point. Donc, Dale a plutôt envoyé ses meilleures œuvres peintures du XXe siècle à l'Art Institute de Chicago. 9 peintures de Picasso ont été exposées, dont 2 acquisitions récentes. Le Gourmet, une jolie toile de la période bleue, qui a été publiée dans le livre de mode, donc c'est une œuvre qu'elle connaît très très bien, et Les Amoureux, notre toile qu'il a achetée récemment. C'est prêt à provoquer les spéculations que Chicago pourrait être un destinataire potentiel pour la collection. Mais Dale et les galeries ont finalement conclu en accord. En 1952, l'exposition de peinture française du XXe siècle de la collection Chester a été dévoilée à Washington. Elle comprenait de nombreuses œuvres précédentes présentées à Chicago. 9 peintures de Picasso étaient visibles avec un changement de lieu. Le Gourmet est parti et maintenant on a introduit le portrait de Dormar qu'il a acheté l'année précédente. Bien que Dale ait abandonné la grande partie de sa collection, il a gardé un petit groupe d'œuvres chez lui, dont 2 peintures de Picasso. Le Gourmet, on peut voir par là sur le... Alors, c'est là, voilà. Et ce dernier Picasso qu'il a acheté, le portrait de Pedro Manac, acheté en 1954, seulement une année après la mort de mode, c'est probablement le seul Picasso que Dale ait acheté pour lui-même, selon et conformément à ses propres goûts personnels. Peint avec audace, cet ouvrage dégage d'une confiance, d'une virilité que Dale, toujours aussi énergique, même dans les années 70, avait trouvé effrayante, je pense. Donc, je pense que c'est vraiment un man's Picasso. Et c'est ce qui intéresse vraiment à Dale. Ce n'est pas délicat, c'est très fort et puissante. À sa mort en 1962, Dale léguait l'essentiel de sa collection, notamment 11 peintures de Picasso à la National Gallery, forçant le musée à renverser définitivement sa politique en matière d'exposition et d'acquisition d'œuvres des artistes vivants. Pour Dale, un collectionneur qui prend beaucoup de plaisir de jouer ses adversaires, il n'y aurait aucune victoire plus agréable de voir Picasso encadré sur les murs de la National Gallery of Art, même avant le vivant de Picasso lui-même. Je vous remercie.